Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est un grand connaisseur de l'Orient que Franck Ferrand nous propose d'écouter cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. René Guiton connaît l'Orient compliqué et le raconte de manière très simple. Son dictionnaire amoureux de l'Orient est un joyau d'édition et je suis heureux qu'il puisse être des nôtres cet après-midi. Pour nous plonger au cœur de l'histoire, je vous propose, à titre de préambule si vous voulez, ou de petite marche apéritive, de revivre la formidable aventure du percement du canal de Suez. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Jean sur l'origine de l'expression Inch'Allah. Eh bien, pour le moment, nous allons essayer de faire se joindre la mer Méditerranée et la mer Rouge, Inch'Allah. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il fut un temps où Ferdinand de Lesseps se trouvait quelque part entre Louis Pasteur et Victor Hugo au sommet de l'admiration unanime des Français. Et on peut dire que l'homme dont nous allons retracer le parcours aujourd'hui aura connu les ivresses d'une ascension phénoménale, mais aussi beaucoup d'angoisses. Alors je n'irai pas jusqu'aux dernières angoisses, celles de Panama, qui ont aujourd'hui de forts échos dans l'actualité. Je m'arrêterai, si vous le voulez bien, à Suez, mais vous verrez déjà quelle aventure extraordinaire. Ce Ferdinand, futur comte de Lesseps, est né à Versailles. D'ailleurs, j'ai vu sa maison natale l'autre jour, tout à fait par hasard, en faisant une manœuvre, figurez-vous. Et j'ai découvert qu'il était né à cet endroit, donc à Versailles, le 19 novembre 1805. Son père lui-même était dans la carrière diplomatique. Il avait été consul à Saint-Pétersbourg. Il avait mené toute une carrière. On l'avait vu à Livourne, à Pise, mais aussi en Égypte, ce qui ne sera pas sans influence sur la carrière de son fils, bien entendu. Un fils qui est une sorte de casse-cou, tellement qu'il va jusqu'à se casser la jambe tout jeune. Il est audacieux, il est même téméraire. Il faut vous dire qu'il a du sang basque par son père, du sang espagnol par sa mère. À 20 ans, alors qu'il a fait ses études à Henri IV, grâce à une bourse, il retrouve son oncle en tant qu'aide-consul à Lisbonne. C'est pour lui le début de la carrière diplomatique. Alors on va le voir un peu partout, à Tunis comme vice-consul, à Alexandrie au moment de la grande peste de 1834, et puis à Barcelone, et puis à Madrid. C'est important cette peste de 34 parce que le bateau, à ce moment-là, le bateau de Ferdinand de Lesseps est tenu un peu à l'écart des côtes, il est en quarantaine, et c'est le moment que choisit le jeune diplomate pour lire. Il n'a que ça à faire, vous savez, il faut attendre pendant ces jours et ces jours et ces jours à bord. Quand je dis le bateau, c'est un paquebot de l'époque avec de grandes voiles, bien sûr. Et Ferdinand va se plonger dans toute une documentation qu'il a à propos d'un projet qui viserait à créer un canal dans l'isthme de Suez. Vous voyez que déjà, il est sensibilisé à cette question. Alors, pendant son séjour en Égypte, le vice-roi de l'époque, qui s'appelle Mehmet Ali, qui devait son pouvoir en partie à son père, Mathieu de Lesseps, le reçoit bien entendu. Il est vice-roi, on dit vice-roi parce que, évidemment, l'Égypte est à l'époque dans l'Empire ottoman. Il y a un sultan, la Sublime Porte veille sur l'Égypte. N'oubliez pas la présence également très forte, très pressante même des Britanniques, et puis celle des Français, évidemment. Il se trouve que Mehmet Ali va confier à Ferdinand l'éducation, et notamment l'éducation physique de son dernier fils, qui est obèse et qui a vraiment besoin de faire de l'exercice, s'appelle Mohamed Saïd, retenez ce nom, il va revenir tout à l'heure, et on verra donc Ferdinand enseigner au jeune prince le tir à l'arc, l'équitation, etc., d'où une amitié déjà qui prend corps. Et puis, la carrière de Ferdinand reprend son cours, on le retrouve à Barcelone, à Madrid, c'est important là encore parce qu'il va faire la connaissance d'une certaine comtesse de Montijo, dont la fille s'appelle Eugénie. Ça vous dit quelque chose, Eugénie de Montijo? Un jour, elle deviendra impératrice des Français. On voit notre jeune diplomate chargé de toutes sortes de missions, et une difficile, notamment au moment de la Deuxième République. Il est chargé d'essayer de réconcilier les nationalistes italiens avec le pape. Non seulement il n'y arrive pas, mais il va commettre une ou deux maladresses, semble-t-il. Toujours est-il que la chancellerie en profite pour mettre fin à sa carrière de diplomate. Il est rappelé, comme on dit.
il ne va pas rester dans de mauvaises conditions. Il préfère se retirer chez sa belle-mère dans le Berry. Il va exploiter le domaine familial qui s'appelle la Chênaie. Ça ne l'empêche pas de continuer à s'intéresser à l'Égypte et d'apprendre notamment, en 1852, la mort du petit-fils héritier de Mehmet Ali qui s'appelle Abbas Pacha. C'est important parce qu'au moment où meurt Abbas Pacha, qui va monter sur le trône ? Eh bien, le dernier fils survivant de l'ancien vice-roi, c'est-à-dire le fameux Mohamed Saïd, rappelez-vous, celui dont il avait été le précepteur, si l'on peut dire, en tout cas l'ami. Il ne tarde du reste pas à être invité à Alexandrie, on le voit prendre la mer sur le Lycurgue, un navire des messageries maritimes, et le voilà le 7 novembre 1854, déjà accostant à Alexandrie. Ça fait 20 ans qu'il était venu. J'ai été très vite, moi, là. J'ai brossé ça à très grands traits, mais ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas mis le pied en Égypte. Il est reçu littéralement comme un roi en visite officielle. Il faut l'imaginer, la vie invraisemblable qu'on lui fait mener. Il a eu un pavillon dans un grand parc. Il est servi dans des services de Sèvres. Il a un grand lit à baldaquin orné de lampasses jaunes brodées de rouge et frangées d'or. Enfin bon, bref, il est vraiment un invité très prestigieux. Or, si Ferdinand a accepté l'invitation, c'est qu'il a une idée qui lui trotte dans la tête, vous le savez, depuis 20 ans. Cette idée, elle avait été émise à l'époque où il était juste aide-consul à Alexandrie, elle avait été émise par une sorte d'illuminé saint-simonien qui s'appelait Prosper Enfantin et qui voulait creuser un canal dans l'isthme de Suez. Évidemment, on peut dire qu'il avait eu le temps de mûrir son idée, Ferdinand. Ça faisait longtemps, bien sûr, qu'il mûrissait tout ça. Il attendait son heure. Et là encore, il se dit qu'il ne va pas se précipiter. Il va profiter des circonstances pour présenter son idée. Alors, il profite d'une petite expédition dans le désert, alors toujours avec le même luxe extraordinaire, bien entendu. On déplace un palais littéralement dans le désert avec le vice-roi. On rend visite à des tribus de bédouins. Et puis, on a tous connu ça. Il y a des jours où vous vous sentez plus fort que d'autres, où vous avez l'impression que le monde est à vous. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Ce jour-là, Ferdinand s'est levé du bon pied, si je puis dire. Il va accomplir dans la journée un petit exploit puisqu'il fait sauter à son cheval un superbe pur sang. Il lui fait sauter une muraille d'une hauteur inquiétante à l'admiration de tous. Il est convié, bien sûr, le soir à souper dans la tente du vice-roi. Et c'est là qu'il expose ses plans, c'est là qu'il explique à Mohamed Saïd ce qu'il attend et ce qu'il voudrait faire. Alors le vice-roi l'écoute. C'est un personnage un peu bizarre, ce vice-roi. Pour vous donner une idée, quand il veut nommer un nouveau ministre, il lui fait traverser un épais tapis de poudre à canon, en portant des cierges, des bougies dans les mains. C'est-à-dire que à la moindre étincelle, tout ça risque de... Vous voyez un peu le genre de bonhomme, un peu bizarre. Bref, il a écouté tranquillement Ferdinand et il lui dit « Je suis convaincu, j'accepte ton plan, mon ami. Tu vas pouvoir compter sur moi. » Un extrait du quintet d'Alexandrie composé par Mozart à l'instant sur Europe 1. Cet après-midi, l'Orient est à l'honneur sur Europe 1 dans Au cœur de l'histoire. Et Franck Ferrand vous fait revivre le percement, cette aventure du canal de Suez. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, 14h, 15h, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est un véritable voyage que vous nous proposez cet après-midi. Franck Ferrand, un voyage au cœur de l'Orient, avec cette aventure, le percement du canal de Suez sous la direction de Ferdinand de Lesseps. Je veux faire une grande chose sans arrière-pensée, sans intérêt personnel d'argent, a dit Ferdinand de Lesseps. C'est ce qui fait que Dieu m'a permis jusqu'à présent de voir clair et d'éviter les écueils. Je serai inébranlable dans cette voie, et comme personne n'est capable de me faire dévier, j'ai la confiance que je conduirai sûrement ma barque jusqu'au port que nous pourrons appeler Saïd, du nom du vice-roi, qui veut dire en arabe heureux. Donc Port Saïd, c'est l'heureux port, l'heureux havre, qu'on appellerait en français le havre de grâce. Et ce havre de grâce porte donc le nom du vice-roi. Pour Ferdinand, l'heure est donc aux études de terrain, aux analyses de la politique internationale, qui va jouer un rôle absolument essentiel, comme le montre très bien évidemment René Guiton dans cette affaire. C'est fondamental, la politique. Et puis, il s'agit de trouver le tracé le plus juste, bien entendu. On va essayer de passer entre Ismaïlia sur la mer Rouge et ce port nouveau, donc qui s'appellera Port Saïd. On est très loin de l'ancien canal des pharaons qui avait existé, rappelez-vous, à Hatchepsout et son voyage son expédition au pays du Punt. Ça partait du Nil pour aller vers la mer Rouge. Alors que là, il s'agit carrément de partir de la Méditerranée et de tracer ce canal directement. Donc on n'est plus dans un canal est-ouest, mais dans un canal nord-sud. Le moindre des obstacles, ce n'est pas l'humeur changeante du vice-roi. Il y aurait un roman d'ailleurs très drôle à écrire sur les relations orageuses entre Ferdinand et son ancien disciple. Il faut prendre des risques, bien entendu, et y compris pour le vice-roi, car n'oubliez pas qu'il y a au-dessus de lui toujours ce sultan de Constantinople qui n'est pas forcément d'accord. Au début de 1856, un tracé est arrêté. On prévoit qu'il faudra 6 ans de travaux, en fait il en faudra 10, et la somme nécessaire est évaluée à 200 millions de francs, des francs or de l'époque, une somme gigantesque. Or, ce qu'il faut vous dire, c'est que bien entendu, la décision est soumise au sultan à Constantinople et que derrière, il y a les Britanniques qui sont les grands ennemis du projet, bien entendu. Ils ne veulent pas entendre parler du canal officiellement parce qu'ils estiment que ça ferait une concurrence terrible et déloyale à leur propre ligne de chemin de fer. Mais en vérité, c'est bien plus grave que ça encore. C'est que les Britanniques ont peur d'un véritable déséquilibre géopolitique complet. Ils ont peur que le percement de ce canal ne les mette dans une situation très inférieure, notamment vis-à-vis de la Russie. Je ne vais pas entrer dans toutes les questions géopolitiques, mais ça pose des problèmes énormes, tout ça, bien entendu. Autre problème, où trouver les 200 millions on va voir les Rothschild, les Pereire, enfin les grands financiers de l'époque, qui ne s'y intéressent pas directement. Et c'est là que Ferdinand de Lesseps va faire preuve d'un premier coup de génie, parce que je crois que le mot n'est pas trop fort, c'était tout à fait inattendu. Il décide de s'adresser directement au public en émettant 400 000 actions de 500 francs. Vous imaginez ça ? C'est extraordinaire. Et grâce à quoi les travaux vont pouvoir commencer dès l'automne 1859. Évidemment, Constantinople menace le projet. Ça commence à aller vraiment très mal. Il faut le soutien de la grande puissance de l'époque. La grande puissance, c'est la France, bien entendu. Et c'est là, rappelez-vous, les relations qu'entretenait Ferdinand avec la famille de Montijo, mère et fille. Évidemment, quand la fille a épousé l'empereur des Français, Napoléon III, il lui a envoyé des lettres, tout ce qu'il y a de plus correct. Et on a entretenu une correspondance. Résultat, maintenant qu'il a besoin de rencontrer Napoléon III, il passe par l'impératrice Eugénie, qui va se charger de lui obtenir une audience, ce qui n'était pas du tout facile. Et Napoléon III entre un petit peu irrité à ce rendez-vous. Et voilà ce qu'il dit à Lesseps. Comment se fait-il, monsieur de Lesseps, que tant de gens soient opposés à votre entreprise ? Parce qu'il doit avoir des rapports diplomatiques de partout qui lui disent « Mais le monde entier est vent debout contre cette histoire de canal de Suez. » Réponse de Ferdinand. « Sire, c'est parce que chacun suppose que votre majesté n'a pas l'intention de me soutenir. »
excellente réponse, un esprit d'à propos remarquable qui va piquer Napoléon III au vif et qui va faire que le Second Empire met son poids dans la balance, si je puis dire. Napoléon III va immédiatement envoyer dépêche sur dépêche à son ambassadeur auprès de la Sublime Porte, et l'on va faire pression sur le sultan pour qu'il accepte le projet, ce qui va marcher, bien entendu. Alors, ça, c'est les aspects politiques. Mais il y a bien entendu des aspects concrets dans le percement de ce canal. D'abord, il faut se fournir en main-d'œuvre. On avait, c'était le grand-père de l'actuel vice-roi qui avait lancé un grand chantier de canal dans le nord de l'Égypte quelques 35 ans plus tôt, qui avait quand même fait 15 000 morts. Parce que ce genre de travaux s'effectuent dans des conditions épouvantables. En l'occurrence, on a besoin de 50 000 ouvriers et Ferdinand ne dispose que de 12 000 seulement, d'où la nécessité de rétablir la corvée. Les ouvriers seront tous payés, mais certains sont, disons-le, très mal payés. Les travaux avancent dans des conditions extrêmement pénibles. Il faut imaginer tous ces ingénieurs français habillés à l'égyptienne. Ça, c'est le syndrome oriental, si je puis dire, dont nous allons parler dans un instant avec mon invité. Le 18 novembre 1862, les eaux de la Méditerranée, les eaux salées de la Méditerranée se déversent déjà dans le lac Timsah. Ça fait un bouillonnement extraordinaire et l'on peut dire, oui, déjà, que d'une certaine manière, et bien que le canal soit loin d'être à son achèvement, d'une certaine manière, déjà, les deux mers communiquent, oui, le rêve de Ferdinand de Lesseps est en train, sous nos yeux, de devenir une réalité. Le canal de Suez, cette grande aventure que vous raconte cet après-midi Franck Ferrand, vous la vivez aussi avec nous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Le canal de Suez permet aux navires d'aller d'Europe en Asie sans devoir contourner l'Afrique. Un projet de Ferdinand de Lesseps qui est en train de voir le jour, Franck. Et vous avez parfaitement raison, Anissa, de bien spécifier ça. J'ai fait comme si c'était une évidence, mais parfois certaines évidences doivent être rappelées. Jusqu'alors, si vous vouliez aller en Extrême-Orient, si vous vouliez découvrir l'Asie lointaine, il fallait aller faire ce gigantesque détour, aller par la pointe de l'Afrique, par le cap de Bonne-Espérance, c'était terrible. Eh bien, effectivement, l'idée, là, c'est d'y aller directement, c'est d'un seul coup, de couper le chou, si je puis dire, et c'est extraordinaire. Seulement, ça n'est pas aussi facile que ça. Je n'insiste pas sur toutes les difficultés techniques et de terrain. Pour le coup, il y aurait plus qu'une émission. Là, il y aurait un très très long livre à écrire sur toutes les difficultés qu'il a fallu surmonter, ce brassement de terre phénoménal, la difficulté d'une main-d'œuvre très peu disciplinée. Tout ça était vraiment difficile. Or, il faut compter aussi avec les coups de théâtre politiques. 1863, il se trouve que Mohamed Saïd vient à mourir. C'est-à-dire le vice-roi qui soutenait Ferdinand. Pour lui, c'est vraiment un coup dur, et d'autant plus que le successeur, c'est Ismaïl Pacha, est proche des Anglais. Alors il y a ce rendez-vous extraordinaire, Ferdinand de Lesseps est reçu chez le nouveau vice-roi. Il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé, et le vice-roi lui dit « Je ne serais pas digne d'être vice-roi d'Égypte si je n'étais pas plus canaliste que vous, monsieur. » Ouf, le canal de Suez est sauvé, mais quand même le vice-roi vient de décréter la fin des corvées. Il va donc falloir employer une main-d'œuvre désormais beaucoup plus coûteuse. Il manque 85 millions de francs de l'époque dans les caisses de Ferdinand de Lesseps. Et là, que faire ? Eh bien, on écrit de nouveau à qui ? À maman Eugénie, si je puis dire, à l'impératrice, qui va faire pression sur son époux et sur le gouvernement. Et le gouvernement français autorise Lesseps à émettre un emprunt à l'eau, ce qui va permettre de sauver le canal de Suez. Donc, ça y est, en 1869, l'œuvre est quasiment aboutie. Un canal de 164 km de long, qui fait une petite dizaine de mètres de profondeur, 60 mètres de large, qui va être inauguré en ce 17 novembre 1869. On a pour l'occasion fabriqué un extraordinaire monument pour accueillir tout ce que l'Europe compte de sommité. Il y a là l'empereur d'Autriche, le prince héritier de Prusse, etc. Et puis il y a bien entendu, arrivé sur le yacht impérial qui s'appelle l'Aigle,
bien sûr celle qui a été, vous l'imaginez bien, quasiment la marraine de ce canal de Suez, c'est-à-dire l'impératrice Eugénie. Et pour la circonstance, on a commandé à Monsieur Verdi une œuvre de circonstance, puisqu'on va jouer Aïda pour l'inauguration du canal de Suez. Alors je vois que mon invité fait de grands signes pour dire non, pas du tout, mais on en reparlera dans un instant. Justement, je me réfère maintenant à René Guiton pour la conclusion, parce que vous savez qu'il y a eu tellement ensuite d'aventures sur ce canal de Suez. Il a été l'objet de tellement d'opérations diverses, notamment dans notre XXe siècle, avec la nationalisation de 1956, avec bien entendu la guerre de 1967 et l'annexion provisoire par les Israéliens, avec ensuite, sous Sadat, sa neutralisation, etc. Le canal de Suez a vécu beaucoup d'aventures. Aujourd'hui, il est moins important qu'il ne l'a été parce que, tout simplement, les avions n'ont plus besoin de passer par le canal de Suez. Mais ça reste néanmoins un lieu stratégique majeur. Alors pour conclure ces péripéties de l'histoire, nous dit René Guiton sur une image romanesque, j'évoquerai une scène du célèbre film Laurence d'Arabie, réalisé par David Lean en 1962, inspiré de la vie de Thomas Edward Lawrence, interprété par Peter O'Toole, film que les télévisions rediffusent régulièrement et que nombre de téléspectateurs aiment à revoir. J'en fais partie, cher René Guiton. Après la prise d'Aqaba à la tête des hommes du Sharif Faisal, le héros vêtu de la tenue blanche des guerriers arabes revient en Égypte accompagné de 2 jeunes bédouins après avoir traversé le Sinaï, subi une tempête de sable et perdu l'un de ses boys dans des sables mouvants. Lawrence s'aperçoit au loin, enfin, tel un mirage, comme glissant au milieu des sables du désert, de lourds bateaux naviguant sur le canal de Suez. Bonjour René Guiton. Bonjour. Alors ça commence par une critique envers mon récit. On y vient dans un instant. Aïda, non, dites-vous. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Du générique de l'homme de Suez par Vladimir Cosma sur Europe 1. Effectivement, nous nous intéressons à l'histoire du canal de Suez et à l'Orient de façon générale cet après-midi. Avec votre invité Franck Ferrand, vous recevez René Guiton, écrivain, essayiste et auteur du Dictionnaire amoureux de l'Orient, paru chez Plon. Et est-ce qu'on peut dire tout de suite, René Guiton, quelle illustration vous avez choisie? C'est très émouvant, cette illustration. Oui, c'est... sur la couverture, hein, je veux dire. Oui. En fait, c'est parmi les vestiges de Palmyre, une illustration qui a été redessinée. Et je n'y suis pour rien, mais je l'adore. Oui. Elle est splendide et c'est vraiment la couleur du ciel de Palmyre. Et c'est l'Orient qui nous est si cher et qui est en ce moment en danger, bien entendu. Donc c'était important. Bravo d'avoir choisi tout simplement cette couverture. Alors vous parlez de Palmyre, mais aussi de Venise, par exemple. Vous parlez des 1001 nuits, puisqu'on est en Orient, mais aussi d'Agatha Christie. C'est ça la merveille d'un dictionnaire amoureux, c'est qu'on peut y évoquer tout ce que vous évoque la notion. Et là, en l'occurrence, vous, l'Orient, vous le connaissez merveilleusement. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on commence par quelques mises au point? D'abord, vous me dites que c'était bien Verdi, mais ce n'est pas Aïda qui a été joué pour l'inauguration du canal de Suez. Alors rétablissons cette vérité. Alors en effet, Rigoletto a été joué lors de l'inauguration du canal de Suez, joué à l'opéra Khedive du Caire. Et c'est devant cette découverte que le Khedive commande à Verdi un opéra. Et ça va être Aïda. Il passe un contrat, il le paye 150 000 francs or. Et Verdi est sur le point de refuser, parce que c'est pas pour l'argent qu'il écrit. C'est simplement qu'il craint que s'il ne le fait pas, lui, ce sera Gounod ou Bizet, à qui il sera confié le soin de créer ce nouvel opéra. Et donc, il l'écrit, et sur une idée, il faut bien le dire, de Mariette, Auguste Ferdinand Mariette, qui va être le fondateur du musée du Caire. Et la première va être donnée à l'opéra du Caire le 24 décembre 1871. Vous avez cité à l'instant Mariette, il faudrait parler de Champollion bien sûr, on pourrait parler de Sylvestre de Sacy, de tout. Il y a un lien très fort entre cette Égypte moderne et la France, et notamment à travers l'expédition de Bonaparte, mais pas seulement.
Et oui, pas seulement. Nous avons aussi, à la suite des accords Sykes-Picot, 1916, au lendemain de la Première Guerre mondiale, nous héritons dans ce partage que je pourrais qualifier, moi, de scandaleux, nous héritons de la Syrie. Cette Syrie que j'adore, que j'ai parcourue 100 fois, d'un bout à l'autre, passant aussi en Irak, sur ces sites extraordinaires dont malheureusement l'on parle beaucoup aujourd'hui et on n'en a jamais assez parlé auparavant, c'est bien vrai. Mais qui partent de la Méditerranée, avec la ville d'Ougarit, où l'on a l'alphabet ougaritique. Alors, si vous voulez, je vous propose de garder tout l'Orient ancien pour la deuxième partie de l'émission. J'aimerais qu'on parle dans un premier temps de l'Orient moderne, d'une certaine manière, et qu'on parte de l'Égypte, justement. Cette Égypte qui se trouve à l'époque sous la domination ottomane, l'Empire ottoman couvre l'ensemble du bassin méditerranéen, il faut le dire, hein. Oui, et surtout à partir du canal de Suez. Vous avez évoqué les années 1956, lorsqu'il a été nationalisé, les années également des guerres des 6 jours, des guerres de 73, la guerre du Kippour, etc. Mais aujourd'hui encore, le canal, malgré les avions, etc., le canal a été élargi, est en travaux, et il faut dire que la projection économique qui est faite pour les années 2020 laisse apparaître des recettes qui tournent à plus de 10 milliards, 13 milliards d'euros d'aujourd'hui. Et le président Hollande est allé l'année dernière, donc en août dernier, en 2015, participer à l'inauguration de cet élargissement qui va permettre, car jusque-là, ce qui était très lourd dans l'administration de ce canal, c'est que les bateaux devaient attendre ceux qui passaient dans un sens pour laisser passer les autres qui passaient dans un autre sens. Aujourd'hui, ce qui va être possible, c'est qu'ils se croisent et l'attente va être de 2 ou 3 heures, là où elle est aujourd'hui de quasiment une journée. Voilà. Mais déjà, Ismaël Pacha le disait, il voulait et il croyait en une Égypte moderne. Pardon, sur l'idée du canal de Suez, elle a commencé avec Darius, car on trouve des tablettes où Darius écrit ou fait écrire qu'il veut creuser, il ordonne de creuser un canal qui part de la Méditerranée à la mer qui arrose son pays, la Perse. Donc là, il aurait fallu carrément traverser l'Arabie Saoudite et les déserts, ce qui aurait été strictement impossible. C'est pour dire que cette idée naît déjà 6 siècles avant notre ère et nos enfants et petits-enfants continueront en tous les cas de suivre cette aventure extraordinaire. Tous les amoureux de l'Orient le savent, écrivez-vous. Leur réunion ressemblerait fort à ces réunions d'anciens combattants que, enfants, nous détestions tant. Et chacun d'y aller de son évocation nostalgique. Te souviens-tu de Gropi au Caire et de ces glaces fameuses, aussi bonnes que celles de chez Badash à Damas ? Ah, et l'hôtel Baron à Alep, avec ses chambres ornées de gravures sorties d'un livre de Dickens, et le festival de Baalbek, où des foules venaient acclamer la comédie française, puis s'en allaient dîner et savourer quelques verres de vin des caves jésuites de la Becca. Te souviens-tu de ces moments de grâce, quand dans les rues grouillantes de monde juifs, chrétiens et musulmans s'offraient les uns aux autres victuailles et gâteaux à l'occasion de leurs fêtes religieuses respectives, Pessa, Pâques, Mouloud. Il y a ce grand brassage culturel, cette espèce de creuset de civilisation. Oui, en Orient. Si je ne l'avais écrit, j'aurais dit que je trouvais très beau ce que vous venez de lire. Mais c'est le lecteur qui fait la beauté. Oui, vous avez parlé d'Agatha Christie, etc. C'est l'Orient que je dirais moderne, l'Orient Express, oui, voilà, qui emmenait ces gens, qui a fait que déjà au 19e siècle, déjà nous avons beaucoup d'écrivains voyageurs. Moi, je suis né avec l'amour de l'Orient à travers Lamartine et le voyage en Orient de Lamartine, des petits livres de voyage minuscules, je voulais vous l'apporter aujourd'hui, mais à la radio on ne le voit pas, qui racontaient ses voyages et son amour pour l'Orient. Déjà en 1806, une originale britannique, la nièce du Premier ministre, Lady Esther Stanhope,
affrète un navire et part vers l'Orient parce qu'elle elle a pour modèle des femmes extraordinaires de l'Orient qui sont la reine de Saba, qui sont Cléopâtre, qui sont Zénobie, la reine de Palmyre, et elle-même dans les années 1830 va être élue par les Bédouins reine de Palmyre, 1830 de notre ère, je parle d'il y a un peu plus d'un siècle. Zénobie, son modèle, on la prend pour Zénobie réincarnée quasiment à Palmyre. Eh oui. Alors justement, Palmyre, c'est une ouverture vers ce monde ancien. Je parlais tout à l'heure avec l'ouverture du canal de Suez de l'Alliance Orient-Occident, de la réunion des deux. Celui qui avait tenté ce rêve-là, c'était Alexandre le Grand, bien entendu. Nous allons venir, si vous le voulez bien, dans un instant, René Guiton, à l'Orient ancien, celui qui me passionne et celui qui vous est tellement cher et que vous savez si bien décrire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, jusqu'à 15h sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de l'Orient. Avec votre invité, Franck Ferrand, vous recevez René Guiton, écrivain, essayiste et auteur du Dictionnaire amoureux de l'Orient, paru chez Plon et qui sort demain. Et oui, alors pour tout vous dire, j'ai passé une partie de mon adolescence au département des Antiquités orientales du Louvre à essayer de me pénétrer de cette Mésopotamie extraordinaire sur laquelle pendant très longtemps l'éducation nationale est restée un peu muette. Alors ça a changé puisque la Mésopotamie est entrée au programme depuis quelque temps. Our, écrivez-vous, cher René Guiton. Ici, le silence est profond. On pourrait presque entendre le sol respirer avec cette impression d'un désert qui enfle et se désenfle. La voilà, cette fameuse cité vieille de plus de 5000 ans, la cité d'Ur-Nammu, roi de Sumer, d'Akkad et des 4 régions de la terre. La voilà, celle qui s'étendait sur une 15aine d'hectares et qui sera jusqu'en 2004, avant Jésus-Christ, la capitale de la 3e dynastie de Sumer. On est là aux origines même de notre humanité, dans ce qu'André Parrot appelait nos plus anciens, nos plus vieux papiers de famille. Oui, et où aujourd'hui, au milieu d'une zone militaire, s'élève toujours la ziggourate d'Our. En 2 mots, ce qu'est une ziggourate, c'est un autel élevé aux dieux. Un temple à degrés, oui. Oui, un temple à degrés qui préfigure ou qui est la reproduction de ce que va être la tour de Babel, c'est-à-dire une tour, alors pas toujours ronde, mais avec un escalier extérieur. Moi, j'ai gravi le 1er degré de la ziggourate d'Our. C'est un peu pyramidal parfois, et c'est le contraire d'une pyramide, la pyramide étant un monument funéraire, alors que la ziggourate s'est élevée aux dieux. C'est les festivités qu'il y avait sur ces ziggourates, c'était extraordinaire. Les populations venaient par dizaines de milliers fêter le dieu du moment, puisque ça a évolué avec Sumer, puis avec Akkad, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces civilisations de Sumer, d'Akkad, des lames, etc., ont laissé des traces écrites sur des tablettes d'argile, avec des écritures, l'écriture sumérienne qui devient l'écriture de l'élite d'Akkad, l'écriture akkadienne qui devient l'écriture de l'élite suivante, il faudrait parler de Babylone, etc. C'est quand même magnifique qu'on ait des traces historiques de ces civilisations. Oui, à une époque où il n'y a pas d'autres traces historiques, un tout petit peu en Égypte, mais bon. Oui, elles sont plus tardives en Égypte. L'écriture cunéiforme, les premières traces que l'on a sur des tablettes, il faut savoir qu'il y a eu dans ce croissant fertile, dans cette Mésopotamie, Syrie, Irak d'aujourd'hui, plus de 700 000 tablettes d'argile découvertes. Et ces tablettes racontent en effet la civilisation sumérienne. On trouve des dictionnaires bilingues, sumériens, akkadiens. On voit comment vivaient les jeunes de l'époque, comment vivaient les enfants allaient à l'école, les petits garçons, pas les petites filles. Vous savez que dans beaucoup d'endroits, ça n'a malheureusement pas changé. Et on leur enseignait les mathématiques, la littérature, la philosophie, les équations au premier degré et 2e et 3e, etc. Moi, j'ai découvert tout ça avec une passion en allant au Louvre, et recommandons à tous ceux qui nous écoutent d'aller au Louvre. Le département des Antiquités orientales est extraordinaire. Il y a notamment l'un des documents, si l'on peut dire, les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité en général, et tout particulièrement de l'histoire mésopotamienne, de l'histoire babylonienne en l'occurrence, c'est le Code de Hammurabi.
Merveille de ce code d'Hammurabi dont l'original est au musée du Louvre, une copie à l'identique au musée de Berlin, au Pergamon de Berlin. Ce code dit avant les tables de la loi, écrit spécifiquement, tu ne tueras pas parce que si tu tues, on va te tuer. Tu ne voleras pas chez le voisin parce qu'on viendra te voler. Tu ne prendras pas la femme du voisin parce qu'on viendra prendre ta femme, et ainsi de suite. Tu ne diras pas de mal du voisin. Donc même la délation, la médisance sont condamnées. C'est une jurisprudence gravée dans la pierre, dans le granit. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Extraordinaire, nous l'avons encore. Et nous allons retrouver ça ultérieurement dans les religions, et notamment dans les tables de la loi, où les premiers codes sont tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Il s'agit d'un dictionnaire amoureux, donc vous racontez votre propre version et vos expériences, René Guiton. Je parlais tout à l'heure, quelle que soit la ville, d'ailleurs vous les avez toutes vues, je parlais d'Our, vous êtes allé à Our, je parlais de Babylone, vous êtes allé à Babylone. Babylone existe d'une certaine manière encore. Mais bien sûr, un grand journaliste que vous connaissez me disait récemment, mais ah bon, mais ça n'est pas une ville mythique, ça n'est pas une ville engloutie. Non, Babylone existe. Babylone a malheureusement subi beaucoup de déprédation. De déprédation, même en 1991. Les chars américains se moquaient. Mais bien sûr, ne faisaient pas la différence, bougeaient. Même les vibrations de l'armée qui passait là, bien sûr, causaient des déprédations aux murailles de Babylone. Mais à Babylone, Saddam Hussein, on peut lui devoir ça, a reconstruit la porte d'Ishtar extraordinairement belle en briquettes bleues, dont on trouve l'original au Pergamon de Berlin. C'est extraordinaire. Donc oui, Babylone existe. Babylone, il y a une cité antique à Babylone, pas dans un état excellent de conservation, et il y a la ville moderne autour. Babylone existe en dessous de Bagdad, à une centaine de kilomètres. Si on s'en va un petit peu plus vers le nord-est, il y a la Syrie également qui a laissé des traces extraordinaires avec ses rois inouïs. On peut visiter la cour du palais de Khorsabad au Louvre, bien sûr. Faut le dire. Et d'ailleurs, le lion, le taureau androcéphale, dont malheureusement on a vu des images de destruction au marteau-piqueur à Ninive. Ninive est dans le nord de l'Irak, mais pas très très loin de la Syrie. Et c'est vous savez, il y a le Tigre, l'Euphrate qui forment une colonne vertébrale de toute cette région, et autour de laquelle et sur lesquels fleuves se sont construits des cités merveilleuses. Oui, Ninive. Oui, il y a Marie, que l'on ne connaît malheureusement pas, qui est une cité dans l'argile, dont à chaque fois que j'y passe, je tremble parce que on l'a sortie des sables, et malheureusement l'érosion l'abîme, et malheureusement les oiseaux viennent s'y nicher. Et c'est toujours la question que je me pose, faut-il les exhumer ou les laisser sous terre, où elles sont mieux protégées? C'est la grande question, en effet. Mais il y a des sites qui sont solides. Palmyre, qui est beaucoup plus récent, puisque 2000 ans de nous, un peu moins, c'est de la pierre, ce sont des blocs qui ont construit ces temples, le temple de Baal, le temple de Baal Shamin, etc. Donc c'est beaucoup plus solide. Mais lorsque ça a été construit en briques d'argile, qui étaient séchées au soleil, ce sont des briques crues et pas cuites, donc plus fragiles. Avec le temps, c'est encore un miracle qu'elles aient tenu 4000 ans, 5000 ans. Bien sûr, bien sûr. On a quand même des villes, toutes ces villes mésopotamiennes, ça c'est formidable. Et puis des vestiges gigantesques, ceux de la civilisation achéménide notamment. Alors là, il faut aller plus loin à l'est, dans ce qu'on appelait la Perse, et que vous avez rangé sous l'étiquette Iran dans votre dictionnaire. Mais oui, parce que vous savez, c'est toujours très difficile. C'est que le lecteur est contemporain, est de nos jours. Et de nos jours, quand on lui parle de la Perse, il ne connaît pas vraiment la Perse. Ou il y a encore une génération qui a vu les Perses. Souvenez-vous, à la télévision, ces grandes... Échilles. Oui, les Perses d'Échille, mais je veux dire ces grandes séries ou ces grands qui étaient historiques ou qui touchaient à l'époque antique. Mais autrement, aujourd'hui, les Perses, les gens ne savent pas à quoi ça correspond. De même, quand on dit l'Assyrie, l'apostrophe Assyrie, les Assyriens, etc. Donc, je ramène toujours à des notions contemporaines parce que la presse
véhicule aujourd'hui toutes ces régions, mais ne va pas l'appeler Mésopotamie, il va appeler ça Syrie et Irak. Donc pareil, j'appelle la Perse Iran, de sorte de fixer un peu dans l'esprit des gens aisément ces régions et ces peuples. Et Dieu sait que cette Perse, elle en a donné des vestiges et elle en a légué des savoirs au monde. Oui, bien sûr, et toujours aujourd'hui. Ouais. Toujours aujourd'hui. Pays de grande sagesse. Oui, certainement. Même si ce n'est pas l'image qu'il a donnée dans les 40 dernières années. Mais... Non, mais c'est le pays de la poésie avec Attar, ce merveilleux poète, avec la conférence des oiseaux, avec tous les grands poètes, les grands amoureux de la Perse et des Perses et de la langue perse. Oui. Il n'y a que l'Égypte qui a la même, je dirais les mêmes contours depuis toujours, autour du Nil. Alors que les autres régions ont beaucoup bougé. C'est curieux, elles ont été bousculées Quand on regarde le grand tableau synoptique de l'histoire du monde, on se rend compte que le seul pays qui n'est quasiment pas bougé, qui fait comme une sorte de grande colonne, c'est l'Égypte, oui, justement. C'est étrange. Ouais. Le reste bouge, évidemment, évolue, et a beaucoup évolué au gré des différentes dynasties perses. La Perse arrêtée en Occident par les Grecs et la Perse vaincue par Alexandre. C'est le grand personnage, cet Alexandre Iskander. Qui remonte jusqu'à Babylone et jusqu'à l'Indus, jusqu'en Inde. Pourquoi son image, demandez-vous, domine-t-elle le ciel d'Orient ? C'est précisément par la fascination que cet Orient exerce sur lui. Un conquérant qui veut fonder un empire durable ne prend pas tant de risques à s'éloigner de ses bases. Lui semble courir porté par le vent. Après avoir traversé la Mésopotamie, l'Iran, il poursuit jusqu'en Afghanistan, contourne le Pakistan et en 326 avant notre ère, descend l'Indus dans un épisode difficile et un retour qui ne l'est pas moins. Quelle aventure extraordinaire qui a laissé des traces au moins aussi fortes en Orient qu'en Occident, bien sûr. Sur un règne très court, qui fait à peine plus de 20 ans. Oui. Il vous paraît être la figure emblématique de l'Alliance ? Oui, vraiment, absolument. C'est pour moi le grand symbole n'oublions pas, c'est un Européen et il parle de Macédoine et il s'enfonce comme vous l'avez dit, vers l'Inde, mais jusqu'à l'Inde et en Égypte aussi. Et donc il rayonne sur toutes ces régions à une vitesse terrible qu'aujourd'hui on ne peut pas imaginer avec les moyens de l'époque. Donc pour moi, oui, ça reste... Il crée des villes, il crée Alexandrie, que j'adore, qui est une ville merveilleuse, multiculturelle. Aujourd'hui, un peu moins multiculturelle que jusque dans les années 1956, où tous les Méditerranéens, Grecs, Italiens, Siciliens, etc., Maltais qui y vivaient, une grande population juive également, sont partis au moment où Nasser, en 1956, a fait le vide de cette population européenne. Alors dans un instant, je vais répondre à la question de Jean sur l'origine de l'expression « Inch'Allah ». Ce dont on prend vraiment conscience en se perdant, si je puis dire, parce qu'il faut s'y perdre comme quand on se promène dans une ville, au gré des rues et des places. Ce dont on prend conscience en lisant votre dictionnaire amoureux, René Guiton, c'est que l'islam, auquel on a tendance à toujours associer l'Orient aujourd'hui, n'est qu'une partie de cet Orient, somme toute, une partie historiquement très, très déterminée. Oui, parce que l'islam n'arrive que au 7e siècle sur des régions qui sont déjà chrétiennes pour beaucoup, notamment dans tout ce qui est la Syrie d'aujourd'hui, et pas seulement en Syrie, au Liban d'aujourd'hui, en Égypte d'aujourd'hui. N'oublions pas que le christianisme commence à partir de ce qu'on appelle la Terre Sainte à aller dans différentes directions vers l'Europe. Certains apôtres partent vers l'Inde, on parle de saint Thomas, vers l'Égypte où là il va se développer une vie monastique. Les premiers anachorètes, les premiers moines vont partir et vont vivre en Égypte, également dans la région d'Antioche aujourd'hui, donc la Syrie, cette frontière dont on parle tous les jours aux informations qui est celle de la Syrie à la Turquie. Toute cette région est terriblement chrétienne et c'est au 7e siècle que l'islam va arriver et là la civilisation va changer.
Le dictionnaire amoureux de l'Orient de René Guiton est bien entendu édité chez Plon, avec les dessins d'Alain Bouldouir, comme dans toutes les éditions de ces dictionnaires amoureux, et cette fois des calligraphies de Lassad Metoui. Merci beaucoup René Guiton d'être venu nous faire rêver d'Orient. C'est le meilleur moyen de rêver pour un occidental, c'est de penser à l'Orient tout simplement. Et bravo d'avoir mis cette vignette représentant les ruines de Palmyre sur la couverture de votre beau livre.